Et sans transition, pourquoi les professeurs sont de plus en plus nombreux à démissionner en Bretagne? C'est le décryptage du jour et c'est maintenant avec Julie et ses invités. Et c'est un phénomène sans précédent dans l'éducation nationale. Les professeurs qui ont démissionné lors de cette rentrée sont plus nombreux que les années précédentes. Alors pourquoi et quelle est la situation en Bretagne? Avec le Télégramme, nous décryptons aujourd'hui la situation. Et pour en parler sur ce plateau, Marie Dagneau, professeure d'histoire-géographie et secrétaire générale de la CGT Éduc-Action dans le Finistère. Bonjour. Bonjour. Et Sophie Prévost, journaliste au Télégramme. Bonjour. Bonjour Julie. Merci à vous deux d'être avec nous. Sophie, pour commencer, peut-on dresser un état des lieux de la situation en France? L'éducation nationale ne sort plus de chiffres sur la situation depuis 2018. Quels sont les chiffres, toi, qui t'ont amené à enquêter sur ce sujet? C'est difficile de les trouver, ces chiffres. Nous, ce qui nous a alertés, c'est d'abord l'alerte du SNUIPP 35 à la rentrée, qui a parlé de 24 démissions dans le premier degré, dont 6 départs immédiats. C'est-à-dire que dans les 24, il y avait aussi les fins de disponibilité. Mais ces 6 départs immédiats, c'était quelque chose d'inédit en fait et qui les inquiète beaucoup parce que ce sont des profils aussi de personnes parfois déjà en reconversion et qui sont vraiment dépitées. Au niveau national, on était à 1417 démissions en 2018. Ce qu'on constate quand même, c'est une évolution régulière à la hausse depuis 10 ans et tous les ans 200 démissions en plus. Marie Dagneau, est-ce que la crise sanitaire avec la mise en place de l'enseignement à distance a accéléré le phénomène, a mis en avant des souffrances peut-être qui étaient peut-être tues jusque-là? Clairement, la gestion du confinement était quelque chose qui a accéléré ce phénomène-là. Le fait aussi, il y a plusieurs facteurs en fait qui peuvent l'expliquer. Il y a les pressions qui arrivent de la hiérarchie qui sont de plus en plus fortes et qui arrivent en fin de course sur les enseignants. Et les enseignants qui sont face à des injonctions qui sont contradictoires avec leurs conditions de travail. Il y a une pression de la part des parents aussi, ou pas du tout? Alors, il y a une présence beaucoup plus forte des parents, surtout dans le premier degré, qui réclament des comptes. Ils viennent plus facilement vous voir, vous demander l'école, poser des questions. L'école devient un service marchand quelque part. On doit rendre des comptes aux parents. Sophie, tu as pu échanger avec des professeurs démissionnaires. Comment est-ce qu'ils expliquent leur démission? Quels sont les arguments qu'ils avancent? Alors, tout le temps, la même chose, une extrême fatigue souvent, le poids de tout ce qu'on leur demande et qui, au bout d'un certain temps, n'a plus de sens parce qu'ils sont confrontés, du métier, c'est ça, et confrontés à des classes difficiles aussi, à des conditions de travail plus difficiles avec le Covid, pour ceux qui ont démissionné après le Covid, et puis le sentiment d'être seul aussi et abandonné effectivement par leur hiérarchie. Bien souvent, c'est la cerise sur le gâteau en fait, qui finit de les démotiver, voilà, et enfin démotiver ou burn-out, parce qu'il y a ceux qui craquent. Départ pour la maladie et ensuite ils quittent définitivement l'éducation nationale. Le salaire des professeurs est revenu dans l'actualité en plein débat pour la présidentielle. Mi-septembre, Anne Hidalgo a proposé de doubler les salaires des enseignants. Alors selon les chiffres, en 2020, un enseignant français en primaire gagne 38 555 $, parce que c'est en dollars, c'est des chiffres de l'OCDE brut, contre plus de 69 300 en Allemagne. Alors il y en a qui disent qu'avec les primes et les heures supplémentaires, les primes d'attractivité et tout ça, le salaire finit par remonter. Mais vous, quel est votre avis sur ce salaire? Alors déjà, dans le premier degré, il n'y a pas de prime, il n'y a pas d'heures supplémentaires, leur salaire, il bouge pas. Comme ça, voilà. Bouge pas. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, si on veut gagner plus d'argent, on peut prendre plein d'heures supplémentaires, plein de missions supplémentaires. Mais à un moment, si on est à 18 heures, nos obligations réglementaires de service sont à 18 heures, c'est parce que 18 heures, face à élèves, c'est le temps qui, en complément de tout le travail de préparation, de correction et tout ça, fait qu'on peut faire correctement son travail. Si on ajoute des heures supplémentaires, on va effectivement gagner plus. Maintenant,
notre travail, on va Dans pas quelles pouvoir conditions? bien le faire, quoi. Pauline, cette situation la ne porte de touche pas que les professeurs. Non, Julie, le phénomène touche aussi les personnels administratifs ou encore les AESH, ces postes qui s'occupent qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Marie Dagneau, finalement, on voit que c'est l'éducation nationale dans son ensemble qui est malade. Oui. Et moi, je voudrais insister sur le fait que c'est effectivement pas que les enseignants. Les AESH, c'est quelque chose qui, là, actuellement, moi, enfin, 2 fois par semaine, j'ai des coups de fil d'AESH qui me demandent comment je fais pour pouvoir quitter ce travail. Elles gagnent 790 € par mois, dans des conditions qui sont en train de se détériorer avec l'instauration des PIAL. C'est quoi les PIAL, pardon? Les pôles inclusifs. En fait, il y a un grand espace sur lequel les écoles, les lycées, les collèges vont être regroupés. Et si un élève est absent, on va envoyer l'AESH dans une autre école. D'accord. Donc en fait, comme c'est un métier où il faut de la relation, un temps de confiance, elles perdent le sens de métier, comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux enseignants. On est dans une perte de sens du métier. Sophie, que dit le rectorat sur ce sujet? Tu as pu l'interroger? Le rectorat, curieusement, estime qu'il n'y a pas de problème parce qu'il se base sur les chiffres, les fameux 24 démissions. Il note bien qu'il n'y en a que 6 réelles, que le reste, ce sont des fins de mise en disponibilité ou des refus de poste, et que, bon, il y a, au regard finalement de ces 0,2% au national de démission, il n'y a pas lieu de s'alarmer, il n'y a pas de seuil d'alerte. Marie Dagneau, pour finir, vous avez l'impression d'être entendue, écoutée sur ce sujet? En tout cas, que c'est un phénomène qui s'aggrave, vous avez l'impression? Alors, moi, de ce que j'entends et de ce que j'écoute, c'est de plus en plus de coups de fil de gens qui veulent des renseignements pour pouvoir démissionner. De l'autre côté, du côté des services départementaux, j'en ai parlé lors d'une dernière réunion au niveau départemental. On ne sent pas d'inquiétude particulière. Non, tout va bien. Et c'est vrai que depuis 2020, les fonctionnaires peuvent quitter l'institution par rupture conventionnelle. Merci à toutes les deux, en tout cas, d'être venues nous éclairer sur ce sujet. Sophie, on rappelle ton enquête apparaître sur ce sujet ce samedi dans le Télégramme, et les témoignages de ces professeurs qui démissionnent sont déjà à lire sur le site du télégramme.fr. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Merci.